La suite et la fin avec vous, chers invités, Firmin Tekou Agbo, Gabin Adjao Lui Kamako, et également avec vous, chers amis, toujours branchés sur New World Info. On parlait de la Tunisie avec ses appels au boycott des produits tunisiens, surtout en Guinée-Conakry et puis au Mali. On en parlait avec nos chers invités. C'est Gabin qui parlait, oui, Gabin. Oui, je disais, tant que l'Union africaine ne réagit pas pour apaiser la situation, je pense que les pays individuellement sont en mesure de prendre les mesures qui, si je peux le dire ainsi, qui vont leur permettre d'asseoir une certaine réciprocité entre les Tunisiens et eux. Donc aujourd'hui, la Guinée et le Mali, et y compris le Sénégal, sont en train de lancer cet appel-là. En Guinée, il y a des opérateurs économiques qui ont coupé leurs achats auprès des entreprises tunisiennes. Donc je pense que c'est une bonne mesure. Aujourd'hui, si les Tunisiens sont assez conséquents, je pense qu'ils vont s'en prendre à leur régime qui est en train de les mener à bateau, parce que Kais Saïed, il est en train de se racheter par rapport à la situation critique que vit le pays aujourd'hui. Donc pour lui, c'est de transposer le problème qui est son souci, faire en sorte que les Tunisiens s'en prennent à ceux-là qui viennent travailler chez eux, au lieu de véritablement résoudre le problème, puisque depuis un certain moment, il a demandé un prêt auprès du FMI, mais depuis lors, puisqu'il n'a pas eu cela. Oui, et ça l'irrite aussi. Il ne l'a pas eu. Donc, du coup, il est en train de déverser sa colère sur la population noire qui travaille chez eux. Bon, moi, ce ne sont pas des oisifs. Ils ne viennent pas chez toi et restent dans la rue pour commander de quoi manger. Mais ils travaillent et ça veut dire qu'ils paient aussi leurs impôts, ils paient les maisons, ils apportent quelque chose, ils apportent de la richesse au pays. Mais s'ils se comportent ainsi, ça veut dire qu'il y a un mépris, il y a un racisme notoire vis-à-vis de ce peuple noir-là. Donc aujourd'hui, il faut que nos pays réagissent. Et c'est ce que le Mali, la Guinée et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest notamment sont en train de faire. Et moi, je leur dis bon vent, parce que c'est tout à fait normal. Au vu du comportement qu'adoptent même ces Maghrébins-là chez nous, ils nous prennent du haut, et même dans les négociations de contrats, dans leur approche par rapport à ceux-là qui travaillent chez eux, ce n'est pas véritablement ça. Moi, je connais des sociétés ici que dirigent les Maghrébins. Les employés ont du mal à voir leur chef pour quelques revendications que ce soit, alors que ce sont eux qui doivent discuter avec eux. Mais ils mettent toujours quelqu'un en avant pour les réclamations de salaire et tout. Si tu réclames, je suis sûr qu'après, un ordre va venir de haut pour dire bon, il faut le faire dégapir et embaucher une autre personne. Donc, du coup, nos frères travaillent chez eux, mais n'ont pas la lassitude de réclamer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, déjà chez nous, ils se comportent à potentat, et imaginez un peu chez eux comment ils vont se comporter. Mais aussi, il faut résoudre le problème de développement en Afrique subsaharienne pour permettre à ce que nous puissions aller en tête haute dans ces pays-là, pas en tant que quêteurs d'emploi, mais aussi en tant qu'investisseurs. Firmin, vous voulez... Oui, moi je veux juste ajouter quelque chose, mais commencer avec là où Gabin Adjaro a chuté. C'est-à-dire, le président Kais Saïed, je veux pas, j'ai un profond respect pour lui, mais il se comporte comme un incapable. Il se comporte comme un incapable. Eux, ce sont eux qui ont voulu du départ de Ben Ali à l'époque. Ben Ali est parti depuis 2011. Regardez l'état du pays. Il est venu en bon dictateur. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui Kais Saïed, parce que l'opposition, ou bien les hommes politiques. Moi, j'ai écouté Monsef Marzouki, l'ancien président, qui a réagi. Il y a des hommes politiques de Ennahda, le principal parti de l'opposition, la société civile également. Tout ce monde a quand même réagi face à la sortie du président Kais Saïed. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne refuse pas. Mais ce que je dis, je pointe du doigt l'incapacité du président. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je ne vois pas ce qu'il a changé profondément dans la vie des Tunisiens. Il n'a pratiquement rien changé. Il disait que Ben Ali était un dictateur. Il avait régné de la fin des années 80 jusqu'en 2010. On a tout fait pour qu'il parte le 14 janvier 2011. Il est parti. Ça veut
ça veut dire plus de 10 ans, rien n'a pratiquement changé dans la vie des Tunisiens. Alors, ce n'est pas sur la tête des Noirs ou des populations de l'Afrique subsaharienne qui vont chercher les poux. C'est-à-dire, eux-mêmes, c'est parce que s'ils vivent cette situation, c'est parce qu'ils sont incapables de remplacer valablement le président Ben Ali. Personnellement, Ben Ali, du temps de Ben Ali, la Tunisie n'était pas comme ça. Depuis qu'il est parti, le chômage va en crescendo, le pays va dégradant, la situation économique, la situation sociale n'est plus. Les enseignants font des mouvements et le président, lui, Kais Saied, il est arrivé, il s'est taillé une constitution qui lui ressemble, une constitution qui tangue comme lui, une constitution qui n'a aucun avenir, qui ne dresse aucun avenir pour le pays. Et aujourd'hui, il croit que ce sont les Noirs de la population de l'Afrique subsaharienne qui en sont les premiers responsables. Il faut qu'il aille chercher, qu'il aille mettre en place, élaborer des politiques sociales viables, des politiques économiques qui pourraient aider le pays à se relever, qu'il laisse les Noirs tranquilles. C'est ça en fait, ceux-là qui parlent de dictature. Avec la dictature, ça n'allait pas. Mais on voit qu'en réalité, le temps de Ben Ali était beaucoup plus rose que ce temps-là. Que ce temps-là qu'on est en train de vivre. Du temps de Ben Ali, il n'y avait pratiquement pas ce genre de choses. On allait en Tunisie, on revenait, il n'y avait pas trop de problèmes. Aujourd'hui, ils sont en train d'exagérer. Moi, je dis, le dernier mot devrait revenir à l'Union africaine. Qu'on prenne des mesures coercitives vis-à-vis de ces populations ou vis-à-vis de ces pays de l'Afrique maghrébine. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que Fimé Gabin a dit, le problème de la Tunisie, ce ne sont pas les Africains, ce ne sont pas les Noirs africains, mais plutôt les dirigeants africains même, parce qu'on a vu comment est-ce que Kais Saied dirige le pays depuis qu'il est là, depuis la chute de Ben Ali. Donc aujourd'hui, c'est vrai, mais... Bon, c'est vrai qu'il n'est pas venu en même temps, il y a des gens qui sont passés. Oui, voilà, mais il a constitué, on peut pas mettre tout sur sa tête. Il a milité pour la destitution de Ben Ali, donc... Aujourd'hui, si le pays est dans ces conditions-là, il en est pour quelque chose. Maintenant, ce que je dis, c'est que on ne peut pas dire que c'est parce que les Africains vont dans le Maghreb pour travailler qu'on les considérait comme des sous-hommes ou bien il y a un complexe d'infériorité. Non, c'est-à-dire, tout est question des tests dans chaque pays. Quand vous voulez, peut-être, vous êtes un étranger, vous voulez vous installer au Togo, vous avez la facilité de le faire parce que on rend les choses fluides à tout le monde, mais c'est plutôt le contraire chez eux. C'est pas facile pour un Togolais de se lever et aller implanter une entreprise en Tunisie ou bien au Maroc. Donc, je crois que ce côté-là aussi doit être revu sérieusement par nos dirigeants. Je l'ai dit parce que le problème aussi pour nous, les Noirs africains, c'est parce qu'on est tellement humains, on est tellement hospitaliers qu'à un moment donné, on se laisse en fait piétiner. Donc, à un moment donné, il faut qu'on revoie tout cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils sont là-bas, ils constituent pour la Tunisie la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est aussi importante pour un pays. Donc, ils travaillent, ils paient les impôts et ils contribuent au développement de la Tunisie en particulier et du Maghreb en général. Donc aujourd'hui, moi comme je l'ai dit, le boycott des produits tunisiens, c'est un début de solution. Et il va falloir que chaque pays essaie d'hausser le ton. Moi, je ne serais pas contre si aujourd'hui on demande en fait aux Tunisiens ou de tous les pays africains de rentrer de ces jeux. Moi, j'applaudirais n'importe quel gouvernement qui va se lancer dans cette logique-là. Allez, on va filer au Togo et parler de la journée du 8 mars, une journée réservée à la femme lumière du monde, femme espoir de la vie et femme surtout réussite, même si je vois le visage des uns et des autres ici sur la réussite, c'est à relativiser, peut-être sans doute, chers invités. En tout cas, on va parler d'elle surtout au Togo. On va voir la place du genre au Togo avec vous, chers invités. Qui veut prendre? Oui, Louis Kamako, on commence par vous, parce que c'est que vous aimez surtout nos mamans, nos sœurs oui, merci et autres. Merci de le reconnaître, en fait. J'aime les femmes en général. Et comme... j'aime les femmes en général, tout comme et quoi en particulier? Les dirigeants togolais ces dernières années, c'est-à-dire qui font la promotion de la gente féminine. Donc je crois que quand vous voyez juste
le gouvernement togolais actuel, on a à peu près 11 femmes qui sont dans ce gouvernement, ce qui est inédit dans la sous-région, ce qui fait que le Togo se fait remarquer. Dans la promotion du genre. Donc aujourd'hui, le pouvoir est dans les mains des femmes. Et donc, c'est dit que la phallocratie est en train d'être révolue au Togo. Mais être dans les mains des femmes aussi, c'est pas trop dit. C'est le président Faure Gnassingbé qui dirige le pays. Aujourd'hui, la deuxième personnalité du pays, c'est qui? C'est une femme. La présidente de l'Assemblée nationale et l'honorable Yayawa Tchegan, c'est une femme. Ça veut dire que les femmes aussi sont aujourd'hui au devant de la fin. Donc c'est pour ça que je parle de la génocratie. C'est-à-dire qu'on est en train de rompre avec la phallocratie et on va vers la génocratie. Maintenant, c'est-à-dire qu'au Togo, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de problème. La femme, elle est valorisée par le chef de l'État. Et on voit comment il gouverne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont au devant de la scène. Sauf que... Et ça va bien. Et ça gouverne bien, c'est ça. C'est ce que vous voulez dire? Oui, ça gouverne. Ça gouverne. Très bien. Je ne dirais pas, mais je laisse juste le soin à chacun de nous d'analyser. Mais sauf que ce que je sais, c'est-à-dire que l'histoire retiendra justement que c'est sous la gouvernance de ces femmes-là que les récépissés sont retirés à pas mal de journaux, que les journalistes sont portés disparus. C'est également sous les... C'est quel journaliste qui est porté disparu? Mais vous êtes au courant, depuis hier, on apprend la disparition du confrère Ferdinand Ité, qui était convoqué en par la SCRIC, qui devait comparaître le mardi. Il doit même comparaître aujourd'hui dans une affaire qui l'opposait au ministre Kodjo Adédié et puis Sagbetome. Donc on ne le trouve plus. On ne le trouve plus. Donc l'arrêt a été donné par sa rédaction. Donc l'histoire retiendra également que c'est également sous le règne des femmes que tout cela se passe. L'histoire pourrait également reconnaître ou bien retiendra que c'est sous le règne en fait, des femmes qu'il y a eu la polémique autour du rapport de gestion de Covid-19. L'histoire retiendra également que c'est sous le règne des femmes que le maïs est aujourd'hui, le prix du maïs est aujourd'hui frôle 1000 francs. Mais vous voulez dire quoi concrètement? Il y a promotion de la gente féminine, mais à côté de cela, la gouvernance, c'est-à-dire ce que je voulais dire... Elle est comment selon vous? Non, mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de comparer la gestion des femmes et celle des hommes. Celle des hommes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de... Vous voyez là où je voulais en venir. Donc, c'est tout simplement ce but. C'est pourquoi quand tu poses la question, est-ce que les femmes gouvernent bien? Je t'ai dit, moi je ne saurais le dire, mais je voulais juste mettre... Donner des éléments. Voilà, je voulais juste citer quelques exemples pour permettre à chacun de nous de faire sa lecture de la chose. Si les femmes gouvernent bien, ils sauront le dire. Si elles gouvernent également mal, elles sauront faire part des choses. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la femme, elle est promue. La femme est inclue dans la gestion de la chose politique. Et au Togo, la femme n'est plus reléguée au même plan. La femme n'est plus celle-là qu'on pense qu'elle doit être au foyer, mais les femmes font partie de la prise de décision. Voilà. Firmin Teko Agbo, le sujet il est clair et surtout la question, le Togo est de plus en plus tourné vers la promotion de la gente féminine. La question, elle est là. Moi, je pense que c'est une politique à saluer. À apprécier surtout. À apprécier. Politique du chef d'État. Ouais, ça, il faut bien l'apprécier. Nous ne sommes pas les Afghans. C'est aux antipodes de ce qui se fait en Afghanistan. C'est ces Afghans qui détruisent l'âme de la femme. Nous, on n'est pas dans cette dynamique. Nous, vous avancez. Nous, on avance, c'est le vert, V-E-R-T, la couleur vert. Donc, ça avance et les résultats sont là. Aujourd'hui, quand les femmes qui sont promues à des postes de responsabilité, ce qui n'y avait pas dans les années 80-90, mais au début 2000, aujourd'hui, on a tellement de femmes ministres. On a femme secrétaire générale de la présidence de la République. Et ça, c'est à souligner. Récemment, elle a eu un prix. Sandra Blamba Johnson, qui ne fait que rafler des prix à l'international.
Mais c'est quelque chose, vous savez, dans l'histoire... C'est-à-dire que la gouvernance, elle est parfaite. Oui, à ce niveau, par rapport à cette politique, elle est parfaite. Il faut l'applaudir à deux mains. Quand le président de la République fait la promotion du genre et à des sommets, qu'est-ce qu'il a remarqué justement à un niveau important? Peut-être qu'il a su que la gestion des femmes, cette gestion, elle est plus propre que celle des hommes. Non, ce n'est même pas ça. C'est pour dire qu'en réalité, des femmes ont des qualités. C'est dû dire que des femmes ont des qualités qui peuvent aider à construire le pays. Le président de la République, lui, il est là, il cherche des talents. Et quand il trouve ces talents en des femmes... Et le pays est en pleine construction. Et le pays est en pleine construction. Le Togo, c'est un pays en pleine construction. Avec les femmes. Avec les femmes contribuent énormément. On ne peut que dire merci aux mamans de ces femmes-là qui sont aujourd'hui à la postes de responsabilité, parce que sans s'y être vraiment mises, on n'aurait pas ces femmes-là aujourd'hui. Moi, je pense que le Togo fait même une politique extraordinaire. Vous savez, si nous faisons une petite comparaison avec la France. Nous avons eu, ici au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons été le premier à avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale, avant que la France aussi ne l'adopte tout récemment. Dans l'histoire des secrétaires généraux de l'Élysée, des secrétaires généraux, pardon, excusez-moi. Bon, quand vous dites général, peut-être que c'est la femme. Oui, bien sûr, je voulais parler de la femme. Des secrétaires généraux de l'Élysée, il n'y a jamais eu de femmes jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu de femmes. Mais le Togo l'a fait. Mais le Togo l'a fait. Il y a eu les Dominique de Villepin, il y a eu les Pierre Bérégovoy, il y a eu Edouard Balladur. Mais dans la liste, j'ai cherché, mais il n'y a pas eu de femmes. Mais c'est le Togo a innové et il a pris une femme comme secrétaire générale de la présidence qui est Sandra Damadou, et qui à l'international est bien appréciée. C'est quelque chose dans notre gouvernance. À la primature, on a une femme, Madame Dogbe Tomega, qui a été longtemps directrice de cabinet, qui a été aussi directrice de cabinet du président de la République. Ça veut dire qui fait un bon boulot. Qui fait un bon boulot. Ça veut dire c'est par rapport à sa compétence, à son intelligence, peut-être à sa lecture lucide d'un certain nombre de dossiers, ce point-là. Donc, moi, je pense que au Togo, ça avance. Ce que moi, je pourrais ajouter, c'est que il faut mettre un accent sur l'instruction de la femme. Moi, je ne suis pas contre le fait que les femmes aillent à l'école. La femme doit aller à l'école. La femme doit travailler si elle le désire. Que tout ce que les femmes font le faire selon sa volonté, c'est-à-dire qu'on ne force pas la femme à faire ce qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire si la femme veut aller à l'école, qu'on la laisse à l'école. Même si elle ne veut pas aller à l'école, mais il faut qu'on la force à l'école, qu'on la force à aller à l'école. Par rapport à son travail, c'est elle qui décide. Maintenant, il y a aussi un aspect politique qu'il faudrait essayer de relever. C'est que, en réalité, si le président de la République a pu opter pour cette politique ou placer ces femmes à des postes élevés de responsabilité, c'est parce qu'il voit qu'il y a une certaine confiance en la femme. Avec la femme, c'est la fidélité. Avec la femme, c'est la confiance. Donc, toutes les femmes togolaises au niveau, au sommet, moi, je les loue, je leur dis bravo, et je leur dis... elles font du bon boulot. Elles font du bon boulot et qu'elles continuent. Et aussi, parallèlement, les femmes qui balaient nos rues les nuits. Oui, bien sûr. On ne va pas parler seulement des femmes. Les femmes qui balaient les rues la nuit. Il y a des femmes qui font assez de boulot. Les femmes qui balaient les rues la nuit, les femmes qui vendent au marché, les femmes qui entretiennent, les femmes qui nous entretiennent, c'est-à-dire les femmes qui nous entretiennent, qui entretiennent nos enfants, qui lavent nos enfants, qui font des travaux domestiques. La femme qui entretient lui, par exemple. Oui, la femme qui entretient lui. Donc on ne peut que dire bravo à toutes ces femmes-là. Leur dire que nous les aimons, nous les chérissons, nous sommes avec elles, elles sont nos mamans, nous les admirons. Alors, avec déjà les acquis Gabin Adjao, le Togo va sans doute continuer ainsi, faire la promotion de la gente féminine. Ouais, faire la promotion de la gente féminine, mais moi j'aurais préféré même qu'on fasse la promotion de la méritocratie. Tu mérites, on te met à ce poste-là. Quoi, vous voulez dire qu'elle ne mérite pas faire la promotion juste non, ce qu'il dit, il y a aussi ça dans la société. C'est la femme. Aujourd'hui, je pense que la femme togolaise n'a plus grand-chose à réclamer à l'État parce que l'État a déjà tout donné, pratiquement. Quand vous prenez le gouvernement togolais aujourd'hui, surtout à des postes stratégiques, ce ne sont pas que des nominations parce qu'on peut te nominer, mais qu'est-ce que tu peux apporter réellement si tu n'as pas un poste stratégique? Aujourd'hui, quand vous prenez le ministre de l'Énergie, c'est une femme. Quand vous prenez le ministre de l'Économie numérique,
qui est un grand poste, hein, c'est une femme. La primature, c'est une femme. La seconde personnalité de l'État aujourd'hui, c'est une femme. Le secrétaire général de la présidence, c'est une femme. Donc tout ça, aujourd'hui, je pense que les femmes, ceux-là qui se sentent méprisées, doivent beaucoup plus s'adresser à ces grandes dames-là qui sont au sommet de l'État aujourd'hui. Parce que ce sont elles qui dirigent. Vous sentez qu'il y a un courant entre, si on peut le dire, les deux angles, celles qui dirigent et puis celles qui peut-être pas forcément balaient, mais celles qui sont quelque part. C'est là où se situe le véritable problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un véritable rapprochement entre ces deux catégories de femmes-là? Non, moi, je ne les vois pas sur le terrain. Et surtout, quand vous allez dans les contrées de notre pays, vous ne verrez pas ces femmes-là qui, par exemple, font du savon local, de l'huile locale et tout ça. Vous ne verrez pas ces grandes dames-là les approcher et leur apporter leur soutien à chaque moment. Et même dans certaines choses, dans certains dossiers où on parle de droits de la femme, vous n'entendrez jamais parler de ces dames qui sont à un certain niveau élevé aujourd'hui. Ça veut tout dire. Moi, je m'en prends beaucoup plus à la gestion aujourd'hui de ces femmes-là et je suis un peu déçu du fait que, bon, c'est sous leur gestion aujourd'hui qu'on voit l'inflation de certains denrées où certaines femmes crient à tue-tête qu'elles se sentent brimées dans leurs droits, ou certaines femmes ont été volées par certaines microfinances, soi-disant microfinances, qui ont fui avec leur argent et tout, où les femmes disent que bon, il y a une certaine proportion, bien un pourcentage trop élevé quand elles font des prêts et tout ça. Je pense que nos dirigeantes, celles qui sont au devant de la scène aujourd'hui, doivent beaucoup plus aider leurs sœurs à évoluer dans la société, puisque côté hommes, les hommes ont déjà tout donné. Quand vous allez dans une société aujourd'hui, que vous demandez un emploi et qu'une femme vient, et si elle a les mêmes compétences que vous, on la privilégie. On la prend avant de voir s'il y a possibilité de vous prendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable promotion qui est faite au niveau des femmes, et je ne pense pas que les femmes aujourd'hui ont encore plus à réclamer à l'État qu'à en donner. Lucas Mako, vous voyez un lien étroit entre les femmes qui dirigent le Togo et celles qui sont quelque part dans les marchés, qui sont à la maison et autres. Normalement, le courant doit passer véritablement pour que les autres également puissent, si on peut le dire, avancer ainsi. Je ne comprends pas le sens de la question, mais je crois, à mon avis, que le courant passe entre elles, parce que celles qui gouvernent et celles qui ne gouvernent pas, en réalité, ce sont des mamans. C'est-à-dire, quand on parle des mamans, c'est eux qui donnent vie, c'est eux qui donnent naissance. Donc ça veut dire forcément qu'il y a un lien de parenté ou de familialité entre elles. Donc, comme je le dis, je ne maîtrise pas en réalité la question. Alors, une autre question que tu peux vite comprendre, avec déjà les acquis. On a vu Firmin Tekou tout à l'heure, qui a dit tellement de bien sur ces femmes qui dirigent. Alors, avec les acquis, vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avancer ainsi? Firmin a essayé de mettre le curseur sur la compétence de ces femmes-là, dont je n'en doute pas. Elles sont compétentes, elles méritent leur poste. Mais c'est-à-dire que gouverner, c'est autre chose. J'ai cité tout à l'heure pas mal de mots dont souffre le Togo. Quelqu'un parlait d'infraction. On a parlé de la liberté de presse qui est en régression selon le dernier classement. Le Togo a perdu 10 places. Et ça, c'est sous le règne de la génocratie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles sont compétentes que automatiquement leur gouvernance sera meilleure. C'est aussi ça. On parlait tout à l'heure de Félix Tikiri, qui était étudiant, qui est un novice en politique, et on a vu les difficultés qu'il y a pour développer le Congo. Donc, avoir la compétence et avoir la malice de gouverner, c'est deux mondes différents. Donc, vous ne voyez pas cela au Togo, c'est ce que vous voulez dire. Elles sont compétentes, mais la gouvernance, elle est difficile. En fait, la question ne devrait pas se poser parce que vous et moi, nous sommes des Togolais, nous vivons sur le territoire, nous sommes des contemporains et nous voyons ce qui se passe. Donc, il ne me revient pas à moi en fait, de vous dire ce qui n'a pas marché et ce qui a marché. Non, moi, je pose la question, je veux avoir votre avis. Oui, il suffit d'être honnête et de constater les choses. De toutes les manières, moi, je t'ai dit
qu'on a eu pas mal de problèmes ces derniers temps au Togo. On a, en guillemets, un gouvernement qui prend des mesures, mais qui en fait, ne fait pas la suivi. Alors, justement, qu'est-ce que ces femmes peuvent changer véritablement dans ces mesures? Elles doivent prendre leurs responsabilités parce qu'elles sont des gouvernantes. C'est ça le rôle d'un dirigeant, c'est ça le rôle d'un gouvernant ou bien d'une gouvernante. Quand on parle aujourd'hui de l'harmonisation des prix de loyer, quand on parle de l'harmonisation des prix des denrées de première nécessité et que tout cela, rien de tout ça n'est respecté, je pense qu'il revient aux dirigeantes de prendre les responsabilités. Il leur revient en fait de taper du poing sur la table et de prendre des mesures coercitives pour contraindre justement les contrevenants à respecter la mesure gouvernementale. Donc quand ce n'est pas fait, on a l'impression, on va se dire qu'on va peut-être donner raison à ceux qui pensent qu'il y a une certaine lassitude au sommet de l'État. Parce que quand la parole de l'État ne vaut plus rien, la République, elle est en danger. Donc c'est pour ça que je dis, je n'ai rien contre leurs compétences. Elles sont compétentes, je les loue d'ailleurs. La Première ministre, Victoire Tomega Dogbe, on a vu ce qu'elle a fait au ministère du Développement à la base. On connaît son parcours, une fin technocrate. Et Sandra Ablamba, qui continue par rafler les prix à l'international. Très compétente. Qui a permis au Togo d'avoir un très bon rapport au Doing Business. On a aujourd'hui Yawa Tchegan, qui a presque rendu le Parlement togolais visible, accessible à tout le monde. Donc, je n'ai rien en réalité contre leurs compétences, mais la gouvernance est autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je ne peux que citer certains mots pour vous faire voir qu'en réalité, il y a cette promotion de la femme qui est faite, mais le Togo n'est toujours pas sorti de l'ornière. Firmin, vous citez, dernier mot, je vous vois réagir. Oh non, c'est-à-dire, on a vu les hommes aussi, avant les femmes. Pourquoi les rendre responsables d'un certain nombre de problèmes? C'est vrai, il y a la promotion, mais les hommes dominent toujours. Oui, non, c'est-à-dire les hommes, avant ces femmes-là, il y avait des hommes. Avant Victoire Tomega Dogbe, il y avait le Premier ministre Classo. C'est l'homme Classo. C'est l'homme Classo. Il y avait des hommes qui avaient le secrétaire général de la présidence avant Sandra Diosson, c'était un interview bénissant. À l'Assemblée nationale, c'était Damadramani. Donc, pourquoi rendre responsables ces femmes-là, ces chaleureuses dames, ces belles dames de nos problèmes? Pourquoi les rendre responsables? Si le président de la République peut-être a su nommer ou a décidé de nommer ces femmes à ces postes de responsabilité, c'est parce que peut-être, arrivé à un moment donné, il a été déçu par les hommes. Les hommes ont affiché toute leur incompétence et incapacité. Et donc, maintenant, il n'est pas déçu par les femmes. Peut-être il n'est pas déçu. Et puis ces femmes-là sont là, ça fait combien d'années? Et puis le monde, il faut oublier. Il ne faut pas oublier que le monde traverse une crise difficile depuis 2020. Ces femmes-là sont là depuis que 3 ans. Victoire Tomega Dogbe. Donc l'inflation, ce n'est pas seulement le Togo. Ces femmes n'ont pas créé l'inflation. Ces femmes n'ont pas créé le Covid-19. 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 Ces femmes n'ont pas créé la guerre russo-ukrainienne. Donc ne les rendez, qui pèse sur le monde entier. Mais ne rendez pas nos femmes responsables de l'histoire retiendra, c'est sous leur règne que tout cela s'est passé. C'est sous leur règne, mais elles n'ont pas créé la guerre d'Ukraine. Donc, éloigner de ces femmes-là, ces responsabilités. Alors, justement, j'aime la manière dont l'émission se termine. Éloigner ces femmes de ces responsabilités. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que l'inflation, elle est mondiale. La crise Covid, elle est mondiale. Donc, ces femmes-là sont venues en 2020, en octobre 2020. Ne les jugez pas. Ne les rendez pas responsables de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, le phénomène, il est géopolitique. Assumons nos responsabilités. Si ces femmes sont assez postes là aujourd'hui, c'est peut-être
nous avons échoué. Oui, 30 secondes, Gabin. En dehors de ce que Fema dit, vous savez, on ne rend pas nos mamans responsables de la situation. C'est que si Fema lui-même sait si bien le dire en disant que le chef de l'État peut-être il était déçu par la gestion des hommes, c'est parce qu'on attend beaucoup plus des femmes. On attend qu'elles impulsent un certain développement à ce pays, qu'elles impulsent quelque chose d'autre par rapport à ce que les hommes avaient fait. Vous pensez que c'est un échec? Pour moi, personnellement, jusqu'à ce jour, 3 ans de gestion, je pense que c'est un échec. Moi, je peux le dire aujourd'hui. Regardez ce que nous avons eu avec Sandra Abamba Johnson, Dream Business. Grâce à elle, le Togo fait partie des pays les mieux réformateurs. N'oubliez pas, avec elle, le Togo a rayonné. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.